Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez fascinant, la coiffure masculine et l'art de la perruque au 19e siècle. Une époque avec des styles très marqués. Absolument. Et pour explorer ça, on s'appuie sur un texte très riche d'Alain Duché qu'on peut trouver sur coiffure-duché.fr. L'idée, c'est vraiment de comprendre les techniques, les modes de cette période. C'est ça, plonger dans les détails. Alors, pour commencer, à quoi ressemblait l'homme coiffé du 19e siècle? On imagine souvent la barbe, les Y moustaches. est, omniprésente, pointue, en collier, en boucle, c'était très courant. Et pour les cheveux, l'image type, c'est une raie bien nette sur le côté, D'accord. le dessus de la tête très plat, très lisse, et puis des boucles tout autour de la tête, avec une nuque plutôt mi-longue au début qui cache les oreilles. Ça va changer un peu après, hein, la nuque va raccourcir. Et ce coiffage, c'était? Une affaire quotidienne, Ah oui, un vrai rituel. pour les abonnés en tout cas. Passage chez le coiffeur tous les matins. Parfois même des retouches offertes pendant la journée si besoin. Quand même. Et l'obsession, c'était ce dessus de tête parfaitement lisse, comme une glace. Ils utilisaient pour ça la gélatine croisa. Croisa. C'était quoi exactement? Une sorte de gel? Oui, une pommade fixante, très forte apparemment. Fallait être patient pour obtenir ce résultat impeccable. Et on donnait des noms à ces coiffures? Tout à fait. Des noms assez évocateurs. Ruy Blas, l'écossaise, la vaporeuse, la triomphante. Le coiffeur devait être un peu artiste, étudier le visage, la qualité du cheveu. Un peu comme un visagiste d'aujourd'hui finalement? T'es précise. On parle de boucles brisées, par exemple, celles qui sont coiffées au doigt pour un rendu un peu plus souple. Mhm. Le fer à friser devient aussi très important, vers 1835, surtout pour les cheveux courts. Avant, pour les cheveux longs, c'était plutôt les papillotes. D'ailleurs, un bon coup de fer pouvait un peu sauver une coupe ratée, mais bon, temporairement. Logique. L'écossaise dont on parlait, elle partait du sommet du crâne, le vertex, et formait une couronne de boucles tout autour. Et si on n'avait pas assez de cheveux pour ça? Ah, il y avait la solution, les postiches. Des petites touffes de cheveux bouclés, fixées sur des ressorts très discrets, souvent devant les oreilles, pour donner du volume. Ingénieux. Et il y avait ce style des lions vers 1835? Oui, les hommes très à la mode, les gants jaunes aussi on les appelait. Eux, ils arboraient plutôt un carré mi-long, juste sous les oreilles, avec les pointes rentrées vers l'intérieur. Et une barbe très nette. Avec des variations, j'imagine. Bien sûr, parfois la couronne de boucle était complète, parfois juste une demi-couronne sur les côtés. Le front pouvait être plat et lisse, ou alors avec une petite touffe. Intéressant. Mais la coupe en elle-même, l'acte de couper les cheveux, est-ce que c'était aussi élaboré? Eh bien, c'est curieux, mais non. La coupe était souvent vue comme moins importante que le coiffage. Le travail au fer, les boucles, c'était ça le principal. Ah bon? Quels outils ils utilisaient alors? Surtout les ciseaux. Des grands et des petits. Le rasoir, très peu pour la coupe des cheveux naturels, on s'en servait plus pour ajuster les perruques. D'accord. Les grands ciseaux, c'était pour les coupes un peu lourdes, massives, pas très effilées. Il y a la technique Michalon, vers 1837. On trace une raie au milieu, et hop, 3 ou 4 coups de ciseaux francs. Et c'était réglé. Plutôt direct. Oui. Les petits ciseaux, eux, servaient à effiler un peu plus, surtout quand les cheveux étaient difficiles à faire boucler. Et en été, il y avait des coupes spécifiques, plus courtes, Oui et non. On coupait la nuque très court, ça oui, pour avoir moins chaud, mais on gardait souvent la longueur sur le dessus et les côtés. pour pouvoir garder les boucles. Exactement. Pour maintenir cette fameuse couronne de boucles qui était vraiment à la signature du style. Plus tard, vers 1838, on voit un changement. L'élite commence à abandonner la nuque longue et bouclée. On passe à du court derrière et les boucles restent juste sur les tempes. D'accord. Ça nous mène tout droit au monde des perruques et des costiches. C'était une grosse activité. Oui, une véritable industrie. On parle de milliers de quintaux de cheveux récoltés chaque année, principalement en Normandie, en Bretagne. Et comment on les récoltait? Il y avait des collecteurs, les piou-piou, qui parcouraient les foires et échangeaient les cheveux longs, souvent de jeunes paysannes, contre des objets de peu de valeur, des rubans, des colifichets. Hmm. Et la fabrication? La plupart des perruques de l'époque étaient cousues, c'est-à-dire qu'on faisait des tresses avec les cheveux, puis on cousait ces tresses sur un bonnet en tissu. L'implantation cheveu par cheveu à la main, c'était vraiment un luxe. Et pour imiter les cheveux blancs? On utilisait de la filasse, parfois du crin d'animaux, des fibres qui ressemblaient. Et pour que la perruque tienne bien et l'herbe naturelle? Alors, là, il y a eu des progrès énormes. Déjà, la prise de mesure était très importante. On utilisait un compas pour prendre au moins 5 mesures précises de la tête. D'accord. Mais la grande révolution, ça a été les ressorts. Avant, les perruques avaient des armatures lourdes, parfois en fer blanc, comme chez Tellier. Pas très confortable, ça donnait mal à la tête.
J'imagine. Et puis vers 1825, grâce aux avancées des mécaniciens, des horlogers même, on a commencé à utiliser des armatures beaucoup plus légères, en acier trempé doux, des ressorts fins qui s'adaptaient parfaitement à la forme du crâne et que le client pouvait même ajuster un peu lui-même. Ça changeait tout. C'est une avancée technique majeure, en fait. Absolument. Et il y a eu d'autres innovations clés. Après 1805, on développe les raies de chair. On utilisait des petits crochets, comme ceux pour la broderie, pour nouer les cheveux un par un sur une base couleur peau. Le résultat était hyper réaliste pour l'époque. Incroyable. Et puis, en 1837, un certain Dufour invente le tissu en cheveux. L'idée, c'était de nouer les cheveux sur un tulle de soie très très fin. Ça permettait de créer des postiches ultra légers, presque invisibles, idéal pour camoufler une calvitie de façon discrète. La finesse du tulle était essentielle. Et il existait des modèles de postiches spécifiques hommes pour femmes? Oui, bien sûr. Pour les femmes, il y avait le tour. C'était un rectangle de cheveux qu'on posait sur le front, tenu par un élastique ou un ruban caché sous la coiffure. On conseillait souvent de le choisir un ton plus clair que les vrais cheveux, pour illuminer le visage. Astucieux. Et les femmes utilisaient aussi des touffes, mais plutôt fixées sur des petits peignes. D'ailleurs, ces touffes sont devenues moins épaisses avec le temps grâce à l'invention de la canétille. La canetti, oui. Oui, c'est un fil de cuivre très fin enroulant spirale. Ça donnait de la structure au postiche sans ajouter d'épaisseur, permettant un rendu plus léger et naturel. Toute cette exploration nous révèle vraiment une sophistication, un souci du détail assez incroyable au 19e siècle, que ce soit dans le coiffage ou la perruquerie. Tout à fait. Et en lisant ce texte d'Alain Duché si précis sur les techniques, il y a une chose qui frappe par son absence, ou presque, l'hygiène. On mentionne juste un dégraissage des cheveux au son ou parfois à la lune. Ah oui, c'est vrai. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Comment notre rapport à la propreté, aux soins des cheveux, a évolué depuis cette époque où finalement l'apparence, la forme, primaient peut-être sur d'autres aspects. C'est une excellente réflexion pour conclure notre discussion d'aujourd'hui, basée, je le rappelle, sur les écrits d'Alain Duché, disponibles sur coiffure-duché.fr. Merci de nous avoir suivis.